Rebonjour à tous dans cette deuxième partie de la vidéo. Donc si vous n'avez pas encore vu la première partie, jetez un coup d'œil. Si vous regardez ces vidéos sur YouTube, je vous invite à vous inscrire sur leornian.net ou leornian.fr. Vous pourrez y suivre l'ensemble du cours de terminale. Donc ça c'est un des cours. Et en fait leornian.net a plein de cours différents en ligne. Et donc si vous êtes étudiant, ça vous permet d'apprendre plein d'autres choses. Et si vous êtes prof, ça vous permet d'enseigner vos passions. Donc faire la même chose que moi. Il y a un petit tutoriel pour voir comment moi je fais mes vidéos, qui est assez sympa. Et c'est très simple à faire. Et donc je vous invite à vous aussi mettre des cours en ligne. Alors là, de retour sur les équations différentielles. Donc on a vu celle de linéaire d'ordre 1 à coefficient constant. Alors pour le moment c'était sans second membre. Et maintenant on va faire avec second membre constant. Donc avec second membre constant, ça veut dire qu'ici on a une constante b. On a des trucs en fonction de y là, y' et de ses dérivés, a, y. Et ici on a b, une constante. Donc on prend a et b de réel avec a non nul. On prend l'équation différentielle y' est égal à ay plus b. Les solutions de e sur r sont les fonctions de y définies par y de x est égal à une constante fois exponentielle de ax moins b sur a, où grand C est une constante quelconque. Alors ici, faisons la démonstration. Donc, déjà, remarquons que la fonction p définie sur R par p est égal à moins b sur a. Donc, ça veut dire que pour tout x appartenant à R, p de x égale moins b sur a. Cette notation n'est pas parfaitement juste. Donc, c'est une solution particulière de E. Alors, on peut remarquer, oui, si on prend moins b sur a, donc quand on dérive, ça veut dire 0, est égal à a fois moins b sur a plus b. A fois moins b sur a, ça veut dire moins b plus b, ça fait 0, donc ça fait 0 égale 0, ça marche. Donc ça, c'est une solution particulière de E. Voilà. Donc c'est ce qu'on montrait ici. Ce y, une solution quelconque de E. Alors, on sait qu'il en existe au moins une p. On a sur R, y' est égal à y plus b, p' est égal à p plus b. Donc là, on retranche membre par membre. Et donc ici, ça va vraiment être une démonstration qui va être très utile parce qu'on va vraiment raisonner comme ça beaucoup. C'est-à-dire ici, on a trouvé une solution particulière. On cherche la solution générale. Pour faire ça, on soustrait la solution générale avec la solution particulière. Et on va remarquer qu'en fait, ça va être solution de l'équation sans le second membre. Donc ici, on a y moins p' est égal à a fois y moins p. Donc là, ce qu'on remarque, c'est qu'on a réussi à supprimer notre constante quelque part dans notre équation. Enfin, on ne l'a pas vraiment supprimé. C'est plutôt que maintenant, on peut chercher les fonctions y moins p qui respectent y moins p' est égal à a fois y moins p. Donc, toutes les solutions y de E, bah, c'est les solutions, et c'est les fonctions y telles que y moins p est solution de la fonction de l'équation E0, y' est égal à AY. Donc du coup on a y moins p de x qui vaut une constante fois exponentielle de ax, parce qu'on avait vu plutôt que l'équation les solutions d'une équation différentielle du premier ordre à coefficient constant sans second membre, c'était une constante fois exponentielle de ax. Donc du coup, on a pour tout x appartenant à R, y de x est égal à une constante fois exponentielle de ax moins b sur a. Donc ici, vraiment, c'est une méthode à retenir. C'est on cherche y' est égal à y plus b. On trouve une solution particulière. Donc souvent des fonctions un peu constantes, ça peut être pratique. Enfin, il y a souvent des exemples qu'on trouve. Ensuite, on fait cette ligne-là moins quelque part la même équation, mais avec la solution qu'on connaît, parce que la solution, on sait qu'elle respecte cette équation. Ça nous permet de supprimer le second membre. Et ensuite, du coup, on se retrouve avec l'équation linéaire sans le second membre. Donc ici, le second membre, c'est b. Donc voilà. Alors, petit exemple. Donc déjà, exemple mathématique. Résoudre sur R l'équation différentielle E racine de 2y' moins 2y est égal à 1. On écrit E sous la forme y' est égal à racine de 2y plus racine de 2 sur 2. Ça marche, hein. E est donc de la forme y' est égal à ay plus b, avec a égale racine de 2 et b égale racine de 2.
Donc y de x est égal à une constante c et fois exponentielle de racine de 2x moins 1 demi, donc où c appartient à R. Enfin, les solutions sur R sont de cette forme-là. Donc ici, on a dit directement le résultat. Moi, je vous conseille sur le brouillon de retrouver la fonction constante, hein. Y est égal à moins b sur a. Donc ici, là, quand est-ce que ça marcherait? Ben là, ça s'annule. Donc ça veut dire que quelque part, on doit prendre une constante qui vaut moins 1,5, parce que moins 2 fois moins 1,5, ça fait bien 1. Donc on a moins 1,5. Ensuite, on peut soustraire, et ensuite, on retombe sur du exponentiel. Voilà. Donc c'est une manière de retrouver. Donc maintenant, on va considérer un circuit électrique où on a un générateur G. Donc un générateur G, il délivre une tension E à ses bornes. Donc un générateur G, ça veut dire que à ses bornes, il crée une tension E. On a aussi un condensateur. Alors un condensateur à ses bornes, il y a une tension U de indice C qui vaut petit q sur grand C, où grand C c'est la capacité du condensateur. Et on a une résistance R. Un objet est une résistance si la tension à ses bornes, c'est U de R est égal à grand R fois I. Voilà. Donc là on a toutes nos équations. Et normalement ça doit nous suffire. On a 3 équations, ça doit nous suffire. Notons I de t, l'intention du courant électrique dans le circuit à l'instant t. Donc ce qu'il faut retenir, c'est en physique, hein, c'est toujours le lien entre I de t et Q de t. C'est que I de t, c'est dq sur dt, c'est la dérivée de la charge par rapport au temps. Donc ça, c'est très important à retenir. Et donc dans ce cas, on a U de c de t qui est égal à Q de t sur c. UR de t est égal à R fois I de t. Et ça, c'est R fois dq sur dt. Donc, à cause de la loi des mailles, enfin, ou en fait, c'est juste le fait que le potentiel, c'est une fonction, si on se déplace et qu'on arrive au même point, on est obligé de revenir sur le même potentiel, hein. Donc, la somme U de C plus U de R plus U de G, U de C plus U de R, en fait, moins U de G est égal à 0. Parce qu'on a pris U de G, il est dans l'autre sens en fait. C'est une question d'orientation des circuits. Mais donc ici on note U de C plus U de R est égal à E, pourquoi pas. Donc ici ça veut dire qu'on a U de C qu'on a pris par exemple comme ça, U de R qu'on a pris par exemple comme ça, et U de G qu'on a pris dans l'autre sens. Ici on a décidé de le prendre dans l'autre sens quelque part. Donc du coup, on a l'équation qu'on a, c'est U de C plus U de R est égal à E. E c'est une constante, hein. Donc ça nous donne U de C c'est Q de T sur C, U de R c'est R fois dQ sur dt, et à droite c'était E. Donc on multiplie par C et ça nous donne Q de T est égal à E fois C moins, parce qu'on passe le UR de l'autre côté, moins RC fois dQ sur dt. Et donc là on a vraiment, vous voyez qu'on tombe sur une équation linéaire différentielle linéaire du premier ordre à coefficient constant, avec second membre, hein, parce qu'on a une constante EC. Et donc là ça peut vraiment nous être très utile ensuite pour trouver la charge en fonction du temps et ensuite l'intensité en fonction du temps. Donc ça encore une fois c'est un exercice classique de physique qu'il est vraiment bon de savoir faire. Et c'est toujours le même principe, toujours loi des mailles, on sait que, enfin loi des mailles ou bien une loi sur les intensités, et ensuite on en déduit assez d'équations pour pouvoir ensuite résoudre une équation différentielle. Donc c'est une équation différentielle du type y' est égal à ay plus b, avec a égale moins 1 sur rc, donc on retrouve notre taux de tout à l'heure là, et b est égal à e sur r, donc taux est égal à rc, et donc on obtient Q de t est égal à une constante k fois exponentielle de moins t sur rc plus e fois c, parce que c'est moins b sur a. Et donc, ensuite, ici on a la charge, en dérivant, on peut retrouver l'intensité. Donc l'intensité du coup c'est dq sur dt, donc on dérive ça par rapport au temps. Donc c'est I de t fois la constante fois moins 1 sur rc. Donc on va noter pour le moment cette constante I0, on verra pourquoi après, je note ça I0.
et ça fait exponentielle de moins t sur RC. Et là, bah, le plus EC lui il part. En fait, pour la charge, on avait une constante ici, mais pour l'intensité, c'est la charge part. Donc on obtient finalement le même type d'équation que tout à l'heure pour l'intensité. Et ici, pourquoi c'est 0? Encore une fois, on n'a qu'à prendre pour t est égal à 0. Qu'est-ce qui se passe pour t égal à 0? Exponentielle de 0, ça vaut 1. Donc ça veut dire que i de 0 est égal à la constante qui est là. Or, i0, bah, on note ça souvent i0. Donc on sait que ça c'est l'intensité à l'instant t égale 0 en fait. Alors maintenant on va faire, donc ça va encore être le même raisonnement, mais une équation différentielle linéaire d'ordre 1 à coefficient constant toujours. Mais cette fois le second membre est variable. Donc je prends une fonction f ici. Pas juste une constante, ce qui était un cas particulier de ce cas-là. Mais ici on prend carrément f, où f n'est pas une fonction constante. Enfin, ça peut l'être, hein, mais a priori, on ne sait pas si c'est une fonction constante ou non. Donc déjà, un petit théorème, soit a un réel et f une fonction définie sur un intervalle i, soit e l'équation différentielle y' moins y est égale à f, soit e0 l'équation différentielle sans second membre associé, y' est égal à ay, soit p une solution particulière de e sur i, p' moins ap est égal à f. Donc ici, vous voyez qu'on a pris une solution particulière de e. Vous souvenez un peu du raisonnement dont je parlais avant, c'est-à-dire on prend une solution particulière et ensuite on va faire la différence entre notre équation E et notre solution particulière et on va voir que finalement on retombe sur l'équation E0. Alors les solutions y de E sur i s'obtiennent en ajoutant les solutions de E0 avec p. Donc y de x est égal à une constante fois exponentielle de x plus p. C'est ce que je disais, hein. Donc là, petite démonstration. Alors là, on raisonne par équivalence. Donc y est solution de E sur i. Ça équivaut à y' moins ay est égal à f sur i. Ce qui équivaut à y' moins ay est égal à p' moins ap. Parce que p' c'est une solution particulière, donc on a p' moins ap qui est égal à f. Donc sur i. Ce qui est équivalent à y moins p' est égal à a fois y moins p. Là on voit qu'on a eu l'équation, on retombe sur une équation sans second membre associé. Ce qui est équivalent à y moins p est solution de E0. Ce qui est équivalent à y de x est égal à une constante fois exponentielle de ax plus p de x pour tout x appartenant à i. Et donc on a bien montré l'équivalence entre les deux choses ci-dessus. Alors par exemple, on peut résoudre sur R l'équation différentielle définie de la manière suivante. Y' plus y est égal à x au carré plus x. Donc d'abord, on résout l'équation sans le second membre associé. Y' plus y égale 0. Ça fait y' est égal à moins y. Donc ça fait y de x est égal à une constante fois exponentielle de moins x. Recherche d'une solution particulière P. Cherchons une solution particulière P. Ben, en fait, quand le second membre, ça va être un polynôme, ici on va souvent chercher une solution y sous forme de particulière sous forme de polynôme. Donc on va poser p de x est égal à un polynôme du même ordre que celui qui est là, parce que à gauche on a envie de tomber sur un polynôme. Donc on a p de x est égal à a fois x au carré plus bx plus c. Alors on a p' de x est égal à 2 fois a fois x plus b. Donc ici a et b on les connaît pas encore, et justement et c on les connaît pas encore. On cherche justement a, b et c pour ensuite trouver quelle est la valeur de notre p de x. On sait que p de x doit résoudre cette équation E. Donc du coup, on va pouvoir rentrer le ax carré plus bx plus c dans notre équation E, pour ensuite voir si en effet une solution polynomiale du second degré existe pour l'équation E. Petit indice, elle existe et ça va marcher. Et donc une fois qu'on l'aura trouvé, on aura une solution particulière. Bingo. Une fois qu'on a une solution particulière, on connaît toutes les autres solutions, parce qu'on sait que il y a un lien, on n'a plus qu'à additionner ça avec notre solution particulière. Donc ici on va déterminer A, B et C afin que P soit solution de E. Donc ici je dérive pour trouver P'. Donc P' ici c'est 2ax plus B. On avait y' plus y, donc plus ax au carré plus bx plus c est égal à x au carré plus x. Alors les polynômes, on peut identifier les polynômes, hein. Donc le coefficient devant les x au carré, ici c'est a. Le coefficient devant les x, ici c'est b plus 2a. Et les coefficients devant la constante, c'est c plus b. Donc du coup, on a a
Alors on sait que a du coup est égal à 1, parce qu'on a a fois x carré qui vaut x carré. Donc a est égal à 1. De plus on a b plus 2a qui vaut 1. Donc on peut en conclure que b vaut moins 1, parce qu'on sait que a vaut 1. Et on sait que b plus c est égal à 0. Donc vu que b vaut moins 1, c vaut 1. Et donc voilà, on a trouvé a, b et c. Donc on a trouvé une solution particulière p. P de x est égal à x au carré moins x plus 1. Et finalement là, ce qu'on a fait dans juste ce qui précédait, ça a permis de vérifier qu'on a bien p' plus p est égal à x au carré plus x. C'est-à-dire que p est solution de E. Donc du coup, on a p', on a ça, p' plus p, enfin p de x plus p de x est égal à x au carré plus x. Donc bien sûr, hein, pour tout x appartenant à i. Hein. Donc du coup, f est solution de E si et seulement si f moins p est solution de E 0. Donc du coup, ça veut dire que f de x s'écrit sous la forme f de x est égal à c fois exponentielle de x plus p de x. Parce qu'on a f moins p qui est de la forme c fois exponentielle de moins x. Et donc f de x est égal à une constante fois exponentielle de moins x plus x au carré moins x plus 1 pour tout réel x. Donc voilà, leur principe à retenir, c'est vraiment les fonctions f de solution de E avec second membre sont la somme des solutions de l'équation sans second membre associée E0 et en plus d'une solution particulière de E. Donc il suffit d'abord de trouver une solution particulière, c'est ce qu'on a fait ici avec P, de trouver les solutions de l'équation sans second membre associée E0, c'est-à-dire où on supprime la partie de l'équation qui n'a pas de lien avec Y, c'est-à-dire là par exemple le F qui est là. Et comme ça ensuite en additionnant les solutions de l'équation sans second membre associé et de notre solution particulière, on retombe sur les solutions de l'équation différentielle. Alors maintenant, petit théorème de Cauchy-Lipschitz pour les équations différentielles linéaires d'ordre 1 à coefficient constant avec second membre. Donc ça va être très important en physique. Soit A un réel et f une fonction définie sur un intervalle i, soit E l'équation différentielle dont y' moins y est égal à f. Maintenant on sait les résoudre, donc tant qu'à faire on va souvent parler de celle-là. On suppose que l'on connaît une solution particulière P de E, soit x0 et y0 de réel. Alors il existe une unique solution sur i au problème différentiel E et y de x est égal à y0. Donc il existe une unique solution sur i au problème différentiel y' moins y est égal à f. Et en plus de cela, on rajoute la condition y de x0 est égal à une constante qu'on a choisie, y0. Donc ici, par exemple, là, c'est la condition y de x0 est égal à y0 s'appelle ce qu'on a en physique souvent la condition initiale. Donc l'idée, par exemple, imaginons ici, j'ai en physique un exemple qui peut vraiment se passer très facilement. Alors bon, je vais supprimer le y carrément. J'ai une pomme qui tombe. Ma pomme, elle a une masse m. Je note, alors à la place de noter y, je vais noter x la position. Quoique non, je vais noter y la position. Non, je raconte une bêtise, ça va pas marcher cet exemple. Mais l'idée c'est qu'ici, on a une fonction par exemple qui peut dépendre souvent en physique du temps en fait. Donc ici c'est dy sur dt moins ay est égal à f. Et en fait ici on appelle ça souvent condition initiale. Parce que souvent c'est en fonction du temps. Donc ça veut dire qu'on définit le y en fonction d'un temps donné qui est égal à une valeur donnée. Donc c'est pour ça qu'on voit bien l'idée de condition initiale, si c'est le temps. Mais si c'est pas le temps, si c'est autre chose, c'est le même principe, hein, ça marche aussi. Alors petite démonstration, on a vu que les solutions de E sur I sont les fonctions de la forme y de x est égal à constante fois exponentielle de ax plus p de x, pour tout x appartenant à I. La condition initiale, donc déjà on connaît toutes les solutions, hein, elles sont de cette forme là. La condition initiale y de x0 est égale à y0 s'écrit constante fois exponentielle de ax0 plus p de x0 est égal à y0. Donc du coup on peut choisir la constante, on la connaît, parce que la constante elle vaut exponentielle de moins a fois x0 fois, ouvrir parenthèse, y0 moins p de x0 fermez parenthèse.
Donc en fait ici le fait d'avoir établi une condition initiale, c'est un peu ce qu'on faisait avec le I0 tout à l'heure. Ça nous montre bien que finalement notre constante c'est pas n'importe quoi, parce qu'en plus ici elle est définie de façon unique à cause de notre condition initiale. Il suffit de rentrer notre condition initiale dans notre équation et ensuite on connaît notre constante. Donc voilà. Alors après la forme générale, ça je vous invite pas à la retenir, parce qu'en fait le but c'est vraiment de retrouver à chaque fois. Donc à chaque fois si on a une condition y de x0 est égal à y0, on trouve la formule générale qui est par exemple y de x est égal à la constante fois exponentielle de ax plus p de x. Or en plus on sait que au moment par exemple t égale 0, c'était ce qui se passe avec l'intensité tout à l'heure. Imaginons au moment t égale 0, ça vaut, je sais pas, si on parlait de l'intensité ça valait i0. Et bah tac, dans ce cas on sait que pour t égale 0, on a i à l'instant 0 qui vaut notre constante fois exponentielle de, alors là c'était 0 carrément, plus p de 0, donc on a i de 0 qui vaut, la constante plus p de 0. Voilà. Donc vraiment l'idée c'est à chaque fois de substituer la condition initiale dans notre équation. Donc petit exemple. Ouais, enfin je vais encore refaire deux exemples. Donc on considère l'équation différentielle e y' moins 2y est égal à exponentielle de x. On recherche une solution particulière p. Alors ici, encore une fois, hein, souvent pour trouver p, j'avoue que c'est un peu de la devinette. Mais il y a des types d'équations où en fait c'est toujours la même devinette. Donc une fois qu'on la connaît, on peut retrouver ça facilement. Donc quand notre fonction ici c'est un polynôme, il faut chercher ça sous la forme d'un polynôme. Quand c'est exponentiel d'un polynôme, il faut chercher en exponentiel de ce polynôme. Enfin non, je sais plus exactement, mais bon, quand c'est en exponentiel, il faut chercher sous la forme lambda fois exponentielle de x. Voilà. Donc p de x c'est lambda fois exponentielle de x. Pour le moment, donc maintenant on cherche le lambda pour que p de x réponde à cette équation. Donc petit indice, on en trouvera un. Là encore, on a un peu balancé le p de x est égal à lambda fois exponentielle de x, parce qu'en fait, on sait qu'on obtient un truc avec ça. Donc maintenant, on résout sur R cette équation avec la condition initiale y de 0 égale 0. Donc la solution, on dérive p. P' de x c'est lambda fois exponentielle de x. Donc en remplaçant dans e, on obtient moins lambda fois exponentielle de x est égal à e de x. Donc du coup, on a lambda qui vaut moins 1 et p de x donc du coup vaut moins exponentielle de x. Donc ça, on a trouvé une solution particulière de e. Maintenant, les solutions de l'équation différentielle sans second membre associé, c'est e0 qui est y' moins 2y est égal à 0. Et donc les solutions de ça, c'est c'est les solutions de y' égale 2y. Donc c'est y vaut une constante fois exponentielle de 2x. Donc j'additionne ma solution particulière avec les solutions de l'équation différentielle sans le second membre associé. Les solutions de E sont donc y de x est égal à une constante fois exponentielle de 2x moins ma solution particulière, plus ma solution particulière, c'est-à-dire moins exponentielle de x. Donc là j'ai toutes les solutions de mon équation différentielle E. Par contre, en plus de ça, je rajoutais une condition initiale. Donc enfin, maintenant j'applique la condition initiale. Je sais que pour x est égal à 0, on avait y de 0 égale 0. Donc du coup, on a y de 0, ça vaut 0. Donc on a 0 est égal à grand C fois 1 moins 1. Donc ça veut dire que 0 est égal à grand C moins 1. 0 égale C moins 1. C'est-à-dire C est égal à 1. Finalement, on obtient donc, maintenant on peut remplacer notre constante. Maintenant qu'on connaît la constante, on n'a plus qu'à la remplacer là-dedans. Donc on a y de x est égal à exponentielle de 2x moins x. Moins exponentielle de x, désolé. Et donc voilà, on a résolu notre équation différentielle en appliquant en plus les conditions initiales. Alors, maintenant on peut reprendre le circuit électrique par exemple au paragraphe 3. On avait I de t est égal à I0 fois exponentielle de moins t sur RC, ce que je disais. Supposons qu'à l'instant t égale à 0, le courant dans le circuit soit égal à I de 0 égale 10 mA. Et ben, on a alors I0 est égal à 10, si on prend comme unité le milliampère pour décrire notre intensité. Et dans ce cas, on a I de t est égal à 10 fois exponentielle de moins t sur RC milliampère. Voilà. Parce que I de 0
ça vaut 10 milliampères, ça vaut 1, donc I0 est égal à 10, et d'où on obtient cette équation. Alors, là il parle d'autres types d'équations, mais je pense que là c'est vraiment du hors programme. Alors, ça peut être intéressant, hein. Je vais juste essayer de voir s'il y a quelques principes qui sont au programme. Alors, bon, il y a quelque chose, ça je vais en parler, parce qu'en informatique c'est très important. Et donc, si vous faites de l'informatique et vous voulez approximer des équations différentielles, c'est très important. En fait, il faut se souvenir du développement limité d'une fonction, c'est-à-dire en fait de qu'est-ce que c'était que une des définitions de la dérivée. On avait en fait pour h qui était très petit, f de x plus h est égal à f de x plus h fois f' de x. Donc c'était en fait en réalité la définition, c'était même f était dérivable en x s'il existait une fonction phi tel que pour toute h tel que x plus h appartient encore à l'ensemble de définitions, f de x plus h est égal à f de x plus h f' de x plus h phi de h avec limite lorsque h tend vers 0 de phi de h est égal à 0. Donc là, il faut voir le cours sur les dérivés. Donc quand h est très petit, et en informatique en fait on ne peut pas faire des calculs qui sont parfaits, parce qu'on a des machines qui peuvent que faire un nombre de calculs limité, donc ça ne peut pas s'occuper de fonctions continues. Enfin d'espace continu plutôt. Donc en informatique en fait très souvent on va prendre un h très petit et ici on va négliger cette partie là et donc pour trouver f' en fait on va faire f de x plus h moins f de x. Si imaginons on connaît notre fonction f, on va faire f de x plus h moins f de x, on va prendre un tout petit h et on va dire que ça c'est à peu près égal. Enfin on va le diviser ensuite par petit h et on va dire que ça c'est à peu près égal à f' de x. Et donc ça c'est une manière de trouver notre f'. Et donc c'est une manière que l'ordinateur utilise pour approximer donc ici l'équation d'une solution directe et différentielle qui est la primitive de notre fonction. Alors si on a une autre équation différentielle, imaginons qu'on a y' plus 2xy est égal à 1. Dans ce cas, on va noter f y, donc on a f' de x est égal à 1 moins 2x f de x. Donc, imaginons on connaît notre fonction. Alors attends, on ne connaît pas d'expression de la fonction f, on connaît juste une équation différentielle dont elle est solution et on dispose également d'une condition initiale. L'idée de l'air est de dire que si on connaît la valeur de f de x et de f' de x, on peut avoir une bonne approximation de f un peu plus loin en x plus h secondes. Or ici, on connaît, voilà, f de 0 est égal à 0. On connaît la condition initiale, mais aussi on a f' de 0. Donc ça, on imagine qu'on connaît ces deux termes-là. On connaît la condition initiale pour f de 0 et f' de 0. Donc à la fois pour f et pour sa dérivée. On a deux conditions initiales. Alors, je sais plus quelle était. Donc ici, oui, voilà, l'équation qu'on essayait de résoudre, c'était cette équation-là. Et ça, on va le faire de façon informatique. Et donc ici, on a f' qui vaut 1 moins 2x fois f de x. Donc on sait la valeur de f de... On connaît la valeur f de 0, ça vaut 0. Donc du coup, on a f' de 0 qui vaut 2 fois 0 fois f de 0 qui est égal à 1. Donc on a f' de 0 est égal à 1. Parce que si, vu qu'on connaît ici f de 0, bah du coup on connaît aussi f' de 0 grâce à l'équation différentielle justement. Donc on connaît les conditions initiales de f de 0 et f' de 0. Dans ce cas, maintenant qu'on connaît f de 0 et f' de 0, en utilisant l'approximation ici, on va connaître f aux fonctions f au point f de x plus h. Alors ici c'est une approximation, hein, mais on peut comme ça approximer un peu. Donc maintenant on peut connaître maintenant f de petit h, f de 0 plus h, parce que ici notre x, on avait pris f de 0 égale 0. C'est notre condition initiale étant à 0. Donc du coup, on peut trouver f de h.
où on utilise un pas h qui est très petit. Et donc par exemple ici, si on calcule, ça donne quoi? Donc si on utilise h est égal à 0,1, on a f de x plus 0,1, c'est à peu près f de x plus 0,1 fois f' de x. Ça, c'est grâce à notre dérivée. Or, f' de x se calcule avec l'équation différentielle. F' de x est 1 moins 2x f de x. Donc du coup, on a f de x plus 0,1, c'est f de x plus 0,1 fois 1 moins 0,1 fois 2x f de x. Donc ça veut dire qu'on connaît f de x plus 0,1 en fonction de f de x. Donc maintenant, pas à pas, on peut augmenter de 0,1 pas à pas. Et on peut trouver, une fois qu'on connaît f de 0, donc on peut connaître f de 0,1, enfin à peu près, on peut à peu près le connaître. On connaît f de 0,1, donc on peut à peu près le connaître f de 0,2. On connaît f de 0,2, donc on peut à peu près connaître f de 0,3. Et c'est ce qu'on fait ici. On fait x, f de x, f' de x. Donc on a 0, 0, 1, 0,1, 0,1, 0,98. Et on utilise à chaque fois l'équation différentielle avec f' de x pour calculer le terme suivant. Et donc c'est là où notre équation différentielle, on peut finalement approximer sa solution grâce à un ordinateur en choisissant un pas extrêmement petit. Et donc par exemple ici on a approximé la solution de notre équation différentielle en utilisant un pas h très petit. Je sais plus, je pense qu'on a utilisé le pas 0,1, je suis plus très sûr. Bon, sûrement. Et donc on a fait une approximation de la solution. Alors bien sûr, si on veut avoir une solution plus précise, il faut prendre un pas encore plus petit pour vraiment faire des pas de plus en plus petits pour que finalement notre approximation f de x plus h est égale à f de x plus h fois f' de x, elle soit de plus en plus vraie. Mais ça nous permet d'approximer des solutions d'équations différentielles que finalement sinon on ne saurait sûrement pas résoudre. Bon, alors ça, je pense que c'était un peu du hors programme, mais en tout cas c'est très pratique à comprendre d'un point de vue informatique parce que finalement en physique il y a beaucoup de choses qu'on résout comme ça par la suite. Alors ensuite, bon, je vais quand même faire le premier complément hors programme parce qu'il est très intéressant, il est très utile en physique en fait. Je vais pas parler des autres compléments parce que là ils sont plus poussés, mais je vais me limiter à celui-là. Donc on va prendre une équation différentielle linéaire du second ordre cette fois. Donc là ça va être plus complexe. À coefficient constant sans second membre. Donc y seconde plus ay' plus by égale 0. Donc il n'y a pas de second membre. Par contre elle est du second ordre. Donc on note E, c'est la même chose que ce qu'on faisait avant. L'équation différentielle y seconde plus ay' plus by égale 0. Où a et b appartiennent à R. Et alors c'est là où bon, faut avoir l'idée, hein. Mais on va noter R1 et R2, les racines éventuellement complexes, hein, comme ça on est sûr de les trouver, de l'équation du second degré R au carré plus AR plus B égale 0. Donc ici on utilise les mêmes constantes que pour notre équation E, mais sauf que là on fait une équation sur des nombres réels, sur des nombres complexes, désolé. Donc sur petit r. Donc petit rappel, hein, c'est que vu que R sont les racines de cette équation, on a la somme des racines qui vaut moins a et leur produit qui vaut b. Ça c'est une remarque sur les racines d'un polynôme du second degré. Alors maintenant on va parler un peu de la structure de l'ensemble des solutions. Et en fait c'est un espace vectoriel de dimension 2. Alors les espaces vectoriels là c'est vraiment du hors programme de terminale. Mais bon, l'idée c'est vraiment que quelque part les solutions vont varier suivant deux fonctions indépendantes. Alors quelle est l'idée ici? Soyez un intervalle. Je prends f1 et f2, deux solutions sur i de l'équation différentielle E. Alors, pour toute constante a et b, les fonctions de la forme a fois f1 plus b fois f2 sont également des solutions sur i de E. Alors, ici, quand on parle de dimension 2, en fait, c'est un peu ça ce qu'on va dire, c'est qu'ici, finalement, j'ai deux fonctions f1 et f2. Alors, l'idée pour être sûr que ça soit dimension 2 et pas de dimension inférieure, ça va être de en plus rajouter que f1 et f2 sont indépendantes, ce qui va être la deuxième partie. Et donc si f1 et f2 sont indépendantes, ici en fait on peut faire naviguer
en faisant une constante fois f1 plus une autre constante fois f2. Donc vraiment, j'ai f1, j'ai f2 et je peux multiplier par autant que je veux le f1 et par autant que je veux le f2. Et quelque part, c'est un peu comme si je décrivais un espace à deux dimensions. Parce qu'ici, j'ai genre deux variables. Ici, j'ai deux variables que je peux faire évoluer comme je veux, quoi. Donc ici, c'est un peu finalement comme si, imaginons, j'avais le repère ici, j'avais un repère orthonormé, j'avais le vecteur i et le vecteur j. Le plan, on dit que le plan c'est un espace de dimension 2, parce qu'en fait, n'importe quel vecteur du plan, c'est une constante fois le vecteur i, plus une autre constante fois le vecteur j, et je peux faire naviguer ces constantes dans R comme je veux. C'est une constante dans R fois le vecteur i, plus une constante dans R fois le vecteur j, et c'est pour ça que le plan, on dit qu'il est de dimension 2. L'espace en 3 dimensions, x, y, z, on dit qu'il est de dimension 3 parce que quelque part ici je prends des vecteurs i, j, k par exemple, et i, j, k sont indépendants, et en fait tous les vecteurs d'un espace à 3 dimensions s'écrivent sous la forme d'une constante fois i, plus une constante fois j, plus une constante fois k. Donc bon, là je suis pas rentré dans le détail de qu'est-ce qu'un espace vectoriel de dimension quelconque, mais c'est un peu l'idée de quel est le lien finalement entre les variables qu'on a là, ici a et b, le fait qu'on a deux fonctions qui quelque part vont être indépendantes, et le fait que quelque part on a un espace dont on peut définir une dimension. Alors ici on a soit f1 et f2 de solutions sur i de l'équation différentielle E. Alors pour toute constante a et b, les fonctions a fois f1 plus b fois f2 sont également solutions sur i de E. Donc ça, ça va être un théorème. Soit f1 et f2 des solutions indépendantes de E sur i, alors les solutions sur i de l'équation différentielle de E sont toutes de la forme a fois f1 plus b fois f2. Donc, où a et b sont des constantes. Donc en fait, si f1 et f2 sont indépendantes, alors toutes les solutions de E, une fois qu'on a trouvé deux solutions indépendantes f1 et f2, bah, c'est toutes les solutions de la forme a fois f1 plus b fois f2. Donc on voit vraiment l'idée, c'est que quelque part il suffit d'en trouver deux qui sont indépendantes, et ensuite on peut toutes les trouver en faisant une constante fois la première plus une autre constante fois la deuxième. Alors maintenant, bon, j'ai beaucoup parlé d'indépendance, mais j'ai toujours pas défini ce que c'est. Alors, f1 et f2 sont indépendantes sur i signifie qu'il n'existe pas de réel k tel que f2 est égal à k fois f1 ou f1 est égal à k fois f2. C'est-à-dire que quelque part, elles ne sont pas proportionnelles sur i. Alors ça, c'est pour un espace de dimension 2. Pour ceux que ça intéresse, sur un espace de dimension n, ça voudrait dire qu'il n'existe pas des constantes lambda 1 jusqu'à lambda n telles que la somme des lambda i f de i est égale à 0. Alors c'est équivalent à cette définition-là, c'est-à-dire que une combinaison linéaire de mes fonctions n'est pas la fonction nulle. Donc dans le cas contraire, lorsque une est proportionnelle par rapport à l'autre, on dit que f1 et f2 sont liés. Donc alors, donc je retourne à l'analogie avec les vecteurs et le plan, parce que c'est vraiment pour les questions de dimension et d'indépendance, c'est vraiment les mêmes définitions en fait. Par exemple, le vecteur i et le vecteur j, dans un plan, si c'est bien un plan à deux dimensions, en effet, i et j ne sont pas proportionnels. Par contre, si i et j sont proportionnels, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que le vecteur j est k fois plus grand que le vecteur i, donc ça veut dire que les deux sont en fait alignés, enfin ils sont collinéaires, pour utiliser le bon terme. Et s'ils sont collinéaires, ben, en effet, mon plan c'est plus un plan de dimension 2, c'est plus qu'un plan de dimension 1. Donc en fait, si elles étaient si f1 et f2 ne sont pas indépendantes, mais sont liées, dans ce cas, l'espace défini par toutes les constantes telles que a fois f1 plus b fois f2, ben, en fait c'est le même espace que l'ensemble des a fois f1, donc c'est un ensemble de dimension 1. Bon, alors là je suis vraiment rentré dans pas mal de hors programme. Alors, démonstration. Non, alors je vais pas rentrer dans la démonstration parce que ça a l'air d'être un peu plus compliqué et un peu plus complexe. Voilà, donc là elle fait 3 pages. Et mais bon, c'est quand même intéressant à connaître ce théorème. Alors oui, petite remarque, donc ici petit théorème. Ça en fait on pourrait presque le voir au moment de
la définition de l'exponentielle complexe, donc avec la définition des nombres complexes, soit f, une fonction à valeur dans C, est définie sur R par f de x égale exponentielle de lambda x. Donc ici on a l'exponentielle complexe, hein, parce que lambda est un nombre complexe. Alors en fait, on a toujours la même propriété qui est que f' de x est égal à lambda fois exponentielle de lambda x. Alors une fois qu'on verra la définition de l'exponentielle complexe, en fait il suffit de passer au cosinus et au i sinus et ça marche directement. Alors, j'essaie de résoudre mon équation différentielle. Voilà. Donc le résumé final de mon équation différentielle de la forme y seconde plus ay prime plus by égale 0. En fait, c'est pour ça qu'on avait cherché nos deux racines réelles, nos deux racines R1 et R2. Donc, on résout l'équation R au carré plus AR plus B plus B donc R au carré plus AR plus B est égal à 0. On trouve deux racines qui peuvent être soit des racines complexes conjuguées, soit des racines réelles distinctes, donc soit une racine réelle double. Donc si ces deux racines réelles distinctes, en fait, exponentielle de R1 fois x est solution de ça, exponentielle de R2 fois x est solution de ça, exponentielle de R1 de x et exponentielle de R2 de x, c'est bien des fonctions qui sont indépendantes. Donc toutes les solutions de cette équation sont de la forme f de x est égal à une constante fois exponentielle de R1x plus une autre constante fois exponentielle de R de x. Si la racine réelle est double, alors là c'est un cas vraiment un peu particulier, donc dans ce cas on a f de x qui est égal à a fois x plus b plus exponentielle de Rx. Et si on a deux racines réelles conjuguées, alors on peut toujours appliquer ça, mais en fait on peut même se ramener à un cas réel. Donc on peut avoir exponentielle de R1x et exponentielle de R de x, mais à la place R1 et R2 sont des nombres complexes, donc ça reste toujours vrai. Mais on peut aussi noter ça autrement, en prenant des variables alpha et bêta. Et on dit qu'en fait c'est lambda, donc les deux racines réelles on va les noter lambda et lambda bar. Alpha ça va être la partie réelle et bêta ça va être la partie imaginaire. Et ici on aura f de x est égal à exponentielle de alpha x fois grand A fois cosinus bêta x plus grand B fois sinus bêta x. Et en fait le lien entre ça et ça, si vous changez lambda et lambda bar ici, donc ici lambda c'est R1 et lambda bar c'est R2, et vous remplacez par du alpha plus du i bêta et du alpha moins i bêta, en fait vous pouvez trouver le lien directement entre ces deux formes là. C'est juste qu'il y a un lien entre les cosinus bêta x et exponentielle de lambda plus exponentielle de R2, enfin exponentielle de R1x plus exponentielle de R2x. Donc voilà, donc ici ça c'est les solutions de notre équation différentielle suivant les types de racines qu'on a pour l'équation r au carré plus ar plus b est égal à 0. Et ça nous permet de trouver les solutions de cette équation différentielle. Bon, alors ça je pense que c'est pas mal du programme, même si c'est très utile en physique. Je vais donner un exemple d'équation en physique où là on a beaucoup de ça. Imaginons, je fais tomber une pomme. Et imaginons qu'on ne néglige pas les frottements de l'air. Donc je fais tomber une pomme. Donc une force qui s'établit. Alors on va avoir masse fois accélération. Du coup, masse fois accélération, c'est masse fois la dérivée seconde de la position. Donc de la position je vais la noter y, pourquoi pas, souvent on la note x. Donc m fois y 2 points, parce que sa dérivée seconde de la position par rapport au temps. Donc j'ai masse fois accélération est égale à somme des forces extérieures. Somme des forces extérieures, par exemple, dans le cas de une pomme qui tomberait dans de l'air et où on néglige pas le frottement, donc imaginons on néglige pas le frottement, et qui en plus, imaginons que cette pomme, en plus elle est sur un ressort, il y a un ressort en dessous, et la force qui est exercée par le ressort, elle est proportionnelle à la position, à comment est-ce qu'on étend le ressort, et la force des frottements dus à l'air, ça va être proportionnel à la vitesse de notre pomme. Donc ça va être proportionnel à la dérivée de x par rapport au temps. Donc on aura, alors ici il faudra, certains seront négatifs et positifs dans le a et b, mais on aura une équation de la forme y seconde plus ay prime plus by est égal à 0. Et donc ici, soit on aura
ici finalement une solution sous la forme d'une exponentielle. Alors, en général, le alpha va être négatif, ce qui veut dire que ça sera une solution qui va osciller, mais avec une exponentielle, mais en étant amortie. C'est-à-dire que ça va diminuer au fur et à mesure dans le temps. Ça va osciller. La position quelque part va osciller, mais elle va se rapprocher de plus en plus d'une position limite. C'est-à-dire, c'est comme si j'oscille, et ensuite j'oscille de moins en moins sur ma pomme, je la pose sur le ressort, elle oscille, et ensuite elle oscille de moins en moins jusqu'à atteindre une certaine constante. Et donc je vais souvent obtenir une solution de cette forme-là. Pour obtenir une solution de cette forme-là, c'est quand même très peu probable avec l'histoire de ma pomme. Donc voilà. Donc voilà. Je pense que ça couvre beaucoup de choses sur les équations différentielles. Je pense que là c'est vraiment très très complet. Donc j'espère que ça vous a intéressé et on se retrouve bientôt dans un prochain cours. Peut-être sur les exponentielles, à voir. Ok, donc si vous regardez cette vidéo sur YouTube, je vous rappelle, regardez le cours sur learnian.net. Salut!